que ça. Donc, en fait, Impact Finance, c'est un programme de développement qu'on a lancé en octobre 2018, en fait, et il est soutenu par l'ambassade des États-Unis. L'objectif de ce programme, c'est vraiment de stimuler l'accès au financement des PME. On a plein de composantes dans ce programme, mais l'objectif principal, c'est vraiment d'introduire de nouveaux mécanismes de financement alternatifs, y compris le revenu capital, donc l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Aussi, on travaille sur le crowdfunding, on travaille aussi avec l'association professionnelle des banques, avec plein d'autres projets, et même avec le ministère de l'Industrie. Donc, on a travaillé, on a accompagné la Direction générale des PME dans l'opérationnalisation du fonds phare, le fonds d'appui et de relance. Voilà, donc sans plus tarder, donc rapidement, donc je vais et je remercie beaucoup les speakers avec nous aujourd'hui. Et voilà, I give the floor to Senda. Merci Senda d'avoir accepté de modérer ce webinaire. Et le soutien aussi à Damien, merci. Et Damien, bien sûr. Alors, donc voilà, tout au long de ce programme, donc on a signé ce partenariat. On va vous soutenir à mettre en place un réseau d'investisseurs solides, donc en Tunisie. Et voilà, donc ça va être très prometteur. Il y aura plein d'activités ensemble, donc voilà. Pour votre information, on est enregistré. On enregistre le webinaire. Hein. Merci beaucoup, Senda, pour la parole. Merci Douja, merci Eshraf pour la présentation. Je suis là en tant que membre fondatrice de Damia et nous avons vraiment le plaisir et l'honneur d'avoir nos chers invités parmi nous pour justement aborder ce mécanisme qu'on trouve attrayant, qu'on trouve intéressant pour nos PME, pour nos startups et surtout aussi pour les investisseurs potentiels qui veulent vraiment investir dans des projets et dans des structures vraiment prometteuses en Tunisie. Donc, un premier tour de table, voilà ce que je propose. Donc, on va, pour mieux connaître nos invités et leur parcours vraiment spectaculaire, je vais commencer d'abord par Wim. Donc Wim une expertise de plus de 10 ans dans la levée de fonds et dans l'accompagnement des levées de fonds et des investissements, en particulier en Afrique. Wim, si vous pouvez nous parler un peu plus de votre parcours. Bien sûr, Aslam Aneskol, merci pour cette invitation. Je suis vraiment ravie de faire partie du panel aujourd'hui et j'espère contribuer en tant que soit peu à démystifier quelques concepts financiers. Je m'appelle Wim Abdeljawed, je suis ingénieure de formation et titulaire d'un master spécialisé en finance internationale. Je suis actuellement installée en France où je mène des missions de conseil autour de l'investissement d'impact en Afrique subsaharienne. Avant cela, j'étais basée en Afrique de l'Est, justement, où j'ai eu l'opportunité de lever un fonds d'impact dédié aux PME dans la région. Alors, qu'est-ce qu'un fonds d'impact? C'est une catégorie de fonds d'investissement avec une spécificité, c'est celle de réaliser des investissements avec l'intention de générer un impact social et positif et mesurable, tout en assurant un rendement financier. L'objectif donc global est de soutenir une croissance durable et inclusive sur le continent. Et nous sommes convaincus que pour cela, il faut libérer le potentiel des jeunes et petites entreprises qui, par ailleurs, n'ont pas accès à d'autres types de financement externe. C'est le genre d'entreprises qui sont trop grandes pour les institutions de microcrédit, trop risquées pour les banques et trop petites pour les fonds d'investissement traditionnels type private equity. Donc, un fonds d'impact africain se positionne souvent sur ce segment d'entreprises pour les financer, les aider à se développer, ouvrir de nouveaux marchés, pérenniser leurs activités, mais aussi créer de l'emploi de qualité, mieux rémunérer ses fournisseurs, améliorer les conditions sociales de la communauté au sein de laquelle elle opère. Voilà, grosso modo pour moi. Merci beaucoup, Wim. Très intéressant et on va revenir sur vos expériences dans les prochaines interventions. Alors, je pense qu'en attendant que Jean-François puisse revenir, alors je ne sais pas si Jean-François est de retour parmi nous, non, mais le micro est toujours désactivé.
Kalim, peut-être. Oui. Kalim Onim, président, directeur général de Biat Capital. Bienvenue encore une fois. Biat Capital Risk, bienvenue encore une fois parmi nous. Merci. Présente. Merci pour l'invitation d'abord, pour faire partie de ce panel. Alors, en fait, moi, j'ai une formation de gestionnaire économiste. J'ai fait un MBA au Canada, justement, à l'Université d'Ottawa, mais ça date, il y a pas mal de temps, ça. Pour mon parcours professionnel, pour le moment, donc, je suis président-directeur général depuis une dizaine d'années de Biat Capital Risk, qui est donc la filiale Venture Capital, donc c'est la SICAR de la Biat. J'ai été aussi président de l'Association tunisienne des investisseurs en capital de 2011, je pense, à 2017. Voilà, donc pour Biat Capital Risk, donc c'est pour le moment, c'est la plus grande SICAR, Société d'investissement capital risque sur la place. Nous gérons quelque chose comme 570 millions de dinars de fonds sous gestion. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas réellement, on n'est pas spécialisé dans une phase particulière du capital investissement. On est davantage sur le capital risque, donc tout ce qui est création, développement. On a fait aussi quelques opérations de buyout, LBO. Et donc, nous sommes également, nous nous positionnons aussi sur la restructuration financière, tout ce qui est le retournement d'entreprise, donc avec une composante restructuration financière. Voilà, donc c'est mon parcours un peu dans ce domaine-là. Voilà. Merci. Oui, alors vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est juste j'ai eu aussi le plaisir d'assister en fait FSVC pour travailler un peu sur le concept de Revenue Capital. C'est un concept en fait que j'ai découvert il y a à peu près en 2012 lorsque j'ai visité Business Partners en Afrique du Sud. Et c'est un concept, franchement, qui m'a beaucoup plu. Et j'ai vu un peu du potentiel que ça pourrait en fait avoir sur le marché tunisien. Parce que voilà, donc il y a des particularités dans ce modèle qu'on ne trouve pas réellement dans un financement en capital risque traditionnel. Voilà. Donc je vous en parlerai un peu plus après. Absolument, absolument. Merci beaucoup encore une fois, Kalim, d'être parmi nous. Je cède la parole à Madame Hela Kadour Fourati, expert comptable et surtout donc directrice générale, Chief Operating Officer of the Tunisian Enterprise Fund TAF. Madame Hela. Merci Senda, merci pour cette invitation. Donc extrêmement heureuse de pouvoir avec mes peers, pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre à une réflexion sur justement ces instruments financiers un peu atypiques et que l'on ne trouve pas forcément de manière courante sur le marché et sur le système financier traditionnel tunisien. Donc en ce qui concerne mon parcours, tu l'as bien présenté, donc expert comptable de formation. J'ai aussi un DEA en sciences comptables des universités tunisiennes, IHEC, ISKE. J'ai commencé mon parcours professionnel au sein de cabinets d'expertise comptable et d'audit. J'ai passé un bon moment. J'ai eu ensuite, en 2004, l'opportunité de rejoindre une banque d'affaires et de private equity qui opérait un peu sur la région Middle East, North Africa. J'y ai passé plus de 8 ans. Je me suis donc initiée au métier de l'investissement et au private equity. Et en 2012, j'ai eu la chance de rencontrer le président actuel du TAEF, M. Bowman Cutter, qui était en Tunisie et qui était justement à la recherche d'une équipe pour essayer de mettre en place le Tunisian American Enterprise Fund. C'est une initiative qui a été lancée juste après la révolution tunisienne, un fonds doté par le Congrès américain de 100 millions de dollars et donc dont l'objectif est d'investir dans l'entreprise tunisienne, de l'accompagner dans la phase de transition économique post-révolution. L'idée était vraiment d'être dans une perspective d'investissement avec un objectif de croissance pérenne
exclusive et globale, créer des emplois, soutenir l'entrepreneuriat, la femme, les jeunesses, l'inclusion régionale. J'y suis depuis donc 2012 et puis depuis, ça fait plus de 8 ans maintenant, nous avons créé, moi et mon équipe, je crois, une institution respectable en Tunisie qui se différencie un peu par rapport à ce qui existe et qui essaie justement d'être innovante en termes d'instruments financiers, dont le revenu capital que nous pratiquons à plus de 50% de la taille du fonds aujourd'hui, qui est investi sous forme de revenu capital au sein des PME tunisiennes. J'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus tard. Absolument, merci beaucoup Hela, et on aura vraiment le plaisir d'en savoir un peu plus en termes de mécanismes et des success stories en utilisant le mécanisme du revenu capital. Je refais une tentative. Est-ce que monsieur... Oui, Jean-François, est-ce que vous pouvez reprendre le micro? Est-ce que ça fonctionne cette fois-ci? Super. Bon, en tout cas, je vous entends. C'est parfait. Parfait. Le retour de l'avocat canadien. Ah, voilà, on a parlé de neige, ils n'ont pas apprécié. J'étais probablement enfoui sur la neige dans le milieu de la pandémie. Là. Bon. Alors, bonjour à vous tous. Merci de m'avoir invité sur ce panel. Bon, certains d'entre vous me connaissent parce que j'ai déjà fait quelques interventions avec FSVC en Tunisie et dans d'autres pays du Maghreb. Donc, rapidement, pour me présenter, oui, je suis avocat et fiscaliste. Ça fait 25 ans que je pratique en droit des affaires au Canada. J'ai œuvré principalement dans des grandes structures, des grands cabinets nationaux et internationaux jusqu'au début de la pandémie, qui coïncidait avec la date où j'ai démarré ma propre étude de boutique. Donc, après 25 ans de pratique, je décide de devenir mon propre patron, si on veut. Donc, très, très bon timing. Ça a été excellent. Donc, dans ma pratique sur 25 ans, j'ai accompagné toutes sortes d'entreprises dans toutes les verticales possibles et imaginables. Et ce qui est bien avec ma pratique, c'est qu'elle est très diversifiée. Je représente du coup des entrepreneurs, je représente des investisseurs, des fonds d'investissement, des sociétés privées, des sociétés publiques. Donc, avec les divers chapeaux que je suis amené à avoir, incluant comment j'investis personnellement, j'ai toutes sortes de perspectives. Donc, j'entends le point de vue d'un peu tout le monde et selon l'intérêt que je représente, bien, ça facilite ma compréhension des objectifs de tout un chacun. Et je pense que mon rôle en tant qu'avocat de droit des affaires, c'est de devenir un facilitateur là-dedans et qu'on puisse avoir un alignement des objectifs qui sont parfois contradictoires entre ceux de l'investisseur, ceux de l'entrepreneur, etc. Donc, je vais vous parler dans quelques minutes d'un cas pratique pour illustrer un petit peu divers mécanismes de financement en équité privée qu'on a utilisés pour un de mes clients, une entreprise dans laquelle je suis aussi cofondateur et business angel, en plus d'être l'avocat et le secrétaire du conseil d'administration. Et pour l'anecdote, cette entreprise-là s'appelle Impact Finance, Inc., donc sur le Canada. Donc, on va avoir un petit problème de nom éventuellement, peut-être, entre nos deux organismes. Donc, c'est un petit peu ça là, qui résume mon parcours et la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. Excellent, merci beaucoup Jean-François. Et oui, absolument, on va revenir sur cette étude de cas. Donc, Monsieur Montassar Azaïz, fondateur et CEO de Publicom Tunisie. Bienvenue parmi nous. Si vous pouvez peut-être nous en dire plus un peu sur Publicom et le secteur d'activité. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, je vous remercie, Senda, pour cette invitation et de m'avoir permis de vous faire part de mon expérience dans ce domaine. Donc, je m'appelle Montassar Azaïz, j'ai une maîtrise en finance que j'ai obtenue il y a très longtemps. Donc, je suis chef d'entreprise, fondateur de la société Publicom, qui est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de mobilier d'agencement, aussi bien pour les commerces que pour l'événementiel.
Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 1994 et qui a connu plusieurs cycles dans son évolution, d'une très petite entreprise avec un effectif très réduit, on était 5 au départ, et qui a eu une évolution constante durant les 5 premières années. Puis on a fait des investissements conséquents après, puis la société s'est développée, conquête de nouveaux marchés, on a fait beaucoup de nouveaux produits. Et depuis 2 ans, on a eu un partenariat stratégique avec le fonds d'investissement TAEF. Et c'est une nouvelle expérience qui est très enrichissante pour nous, nous a permis de nous ouvrir sur d'autres horizons. Donc, je vais vous faire part de cette expérience tout à l'heure. Absolument. Merci beaucoup, Montassel, d'être là parmi nous, justement, pour nous donner un autre regard, en fait, sur cet investissement et l'impact que ça peut avoir sur un entrepreneur et sur vos activités. Donc, voilà, notre tour de table, il est fait. Voilà, on va là maintenant passer plus en détail, essayer vraiment d'en savoir un peu plus sur les activités qui ont eu un impact et qui vraiment nous permettent de mieux connaître ces mécanismes ou ces nouveaux mécanismes et voilà, les raisons de son succès ou en tout cas les raisons d'évolution ou d'expansion d'un mécanisme tel que le revenu capital. Sans plus tarder, peut-être on peut commencer par Jean-François. Revenir un peu sur l'étude de cas pour avoir une vue un peu sur la diversité des mécanismes d'investissement en capital, comment ceci a été mis en place et en particulier avec l'étude de cas que vous avez. Oui, tout à fait. Vous m'entendez toujours? Oui. Bon, excellent. Alors, oui, je vais vous parler d'un de mes clients qui s'appelle Impact Finance. Donc, c'est toute une coïncidence. Je ne sais pas si on parle de revenu capital parce que je ne suis pas familier avec ce concept-là, mais cette étude de cas-là, elle est pertinente pour vous parce que je vais vous raconter une histoire et vous introduire en même temps à la diversité des formes que peut prendre un investissement en équité privée. Donc, parce que dans l'étude de cas d'Impact Finance, qui est une toute jeune entreprise, ça a été créé en 2016. Donc, on a utilisé, je dirais, 7 formes différentes d'investissement pour des levées de fonds qui totalisent à ce jour approximativement 8 millions de dollars. Donc, on peut voir ça comme étant gros, comme étant petit, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais pour une entreprise qui est une FinTech, qui à ce jour n'a aucun revenu significatif, on a fait des levées de fonds à chaque année de différentes façons. Et l'entreprise arrive maintenant en mode commercialisation, donc on espère avoir des résultats intéressants en 2021. Mais c'est un bel exemple de persévérance dans des marchés qui n'ont pas toujours été si faciles. Et je veux mettre l'accent sur 3 ou 4 points principaux qui, je pense, pourraient être inspirants pour la communauté d'affaires et aussi les femmes en affaires de votre communauté en Tunisie. Impact Finance, le nom le dit, c'est une FinTech qui est dédiée à l'impact, donc l'investissement d'impact, qui est un peu un concept un peu précurseur, si on veut, mais qui est en continuité avec l'investissement social et responsable. Donc, ça va un petit peu plus loin, c'est de s'assurer que les investissements qui sont faits sont non seulement socialement responsables au niveau de l'environnement, au niveau du droit des gens, mais aussi que les fonds vont dans l'économie véritable, donc créer des vrais emplois et sont en lien avec les communautés. Donc, c'est la base, un peu la thèse de cette entreprise-là. Comme je disais, c'est une entreprise qu'on a créée en 2016. Et une des premières particularités de cette entreprise-là, c'est que la base qui a permis les levées de fonds à des évaluations quand même assez intéressantes, c'est la première forme d'investissement qui est trop souvent oubliée, c'est le sweat equity. Là-dedans, on était 8 cofondateurs. Évidemment, il y a des gens qui
qui se présentaient comme étant le management, donc président, vice-président, etc. Mais la particularité, c'est qu'il y a des gens de l'externe, comme moi, comme avocat, il y a des gens en technologie, il y a des gens en finance, qui se sont investis, qui ont mis beaucoup de temps, sous forme de sweat equity. Donc, on a reçu des actions ordinaires comme fondateur de la société pour une contribution en nature. Donc, on a rendu des services qui ont permis de monter le plan d'affaires pour faire les premières levées de fonds. Et pour vous donner un ordre de grandeur, à ce jour, Impact Finance a environ 10 millions d'actions émises en circulation. Puis je peux vous donner les chiffres parce que c'est une entreprise qui est un émetteur assujetti. Je vais vous raconter pourquoi dans quelques minutes. Donc, l'information est disponible sur les réseaux publics. Donc, sur les 10 millions d'actions en circulation, il y en a toujours environ 6,5 millions qui sont détenus par les fondateurs. Donc, les gens qui ont mis le sweat equity à ce jour, après avoir levé plus de 8 millions de dollars, détiennent encore plus de 60% du capital, 65%. Donc, ça, c'est intéressant. Et ça, je parle ici aux entrepreneurs. Avant de faire vos levées de fonds, tout ce que vous pouvez faire avancer avant de demander de l'argent, c'est toujours une bonne façon de créer de la valeur. Donc, parfois, on va au marché trop rapidement et on n'a pas un plan d'affaires assez bien défini, on n'a pas créé de valeur, on n'a pas mis ensemble des composantes qui, pour des investisseurs, sont suffisamment avancées pour être intéressantes et vous donner une bonne valorisation. Donc, ça, c'était la création. Au bout d'environ 6 mois, on a fait notre première ronde avec des business angels, incluant nous-mêmes, et c'était des petites rondes successives. On en a fait 3 en 2016 et 2017. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a levé là-dedans environ $1 million auprès de différents anges investisseurs. Et ce qui est intéressant, c'est que les rondes ont été faites avec toujours des objectifs de milestones qui ont été rencontrés à chaque fois, ce qui nous a permis de valoriser l'entreprise à des niveaux assez intéressants. Puis je vais vous donner les prix pour fin de discussion. Donc, on a fait une première ronde en 2016 à 30 sous par action. Ensuite, une deuxième ronde qui était plus significative à 60 sous par action. Et au printemps 2017, une dernière ronde qui était un peu plus que 800 000 $ à 1 $ par action. Ce qui fait qu'on a levé, juste avec les anges investisseurs de base là, et le management, environ 1,5 million de dollars pour une valorisation d'entreprise de près de 6 millions. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec le sweat equity, on a réussi à bâtir quelque chose qui a été attrayant pour aller chercher $1 million sur 1 an auprès d'anges investisseurs sur une valeur d'entreprise qui est quand même assez intéressante. Parce qu'à la base, ce qu'on avait, c'était un plan d'affaires, grosso modo. Donc, c'est ça qu'on a financé avec ça. Donc, l'argent qui était levé nous a permis d'entrer en opération. Et dans le cadre de notre plan d'affaires, en 2017, au mois de septembre, on a fait un equity crowdfunding. Donc, on a fait un ICO pour l'émission de crypto-monnaies, les Impact Coins, qui était l'émission de cette levée de fonds-là. Sur une plateforme de crowdfunding approuvée au Canada qui s'appelle FrontFunder. Et on a levé 1,4 million auprès d'environ 1000 investisseurs. Et ça s'était fait en conformité avec les autorités réglementaires au Canada. Donc, Impact Finance est un émetteur assujetti qui se rapporte auprès de l'AMF, l'équivalent de votre AMF à vous. Donc, toute l'information est publique, c'est pour ça que je suis capable de vous en parler. Puis ce qui était intéressant là-dedans, c'était le premier ICO pour une crypto-monnaie qui était autorisée par les autorités réglementaires dans le monde. C'était la première fois que quelqu'un faisait ça, donc on l'a fait avec Impact Finance. Pour la petite histoire, la crypto-monnaie n'est toujours pas créée et n'est toujours pas en circulation, donc cherchez-la pas. On n'a pas de Bitcoin, malheureusement, parce qu'on a eu quelques changements de plan en cours de route. Mais donc, on a une structure où on est passé très rapidement d'une compagnie privée avec quelques anges, comme je disais tout à l'heure, peut-être une trentaine, à une société avec plus de 1000 participants dedans. Une des caractéristiques intéressantes là-dedans, c'est qu'on a mis en place, et ça, je pense que les investisseurs, quand il y a de multiples investisseurs ensemble, une des choses importantes, c'est de garder une certaine cohérence quand on a des prises de décision à faire. Donc, dans le cadre qui nous occupe, on a mis en place une convention de vote. Et à ce jour, ces 1000 investisseurs-là sont représentés par 3 personnes qui sont issues du management d'Impact Finance. Donc,
au lieu d'avoir 1000 personnes qui doivent voter sur des décisions, bien, on n'en a que 3. Donc, c'est beaucoup plus facile quand on a négocié des ententes avec des tiers. Dans cette période-là aussi, on a mis en place un Employee Stock Option Plan, donc où les employés se sont vus octroyer des options qui ont été exercées et ça a permis une levée de fonds de près d'1 million de dollars. Donc, encore là, une autre forme de contribution, amener vos employés dans votre capital. Donc, au Canada, c'est une pratique assez courante en Amérique et ça aligne les intérêts des employés et de l'entreprise. Donc, en 2017, on a complété notre levée de fonds comme ça. Ensuite, en 2018, on est toujours en développement de produits. Donc, comme je dis, c'est une société qui n'a pas nécessairement de revenus. Donc, on a besoin d'investisseurs additionnels. On a fait deux rondes, en fait, un placement privé avec Ange Québec Capital, que peut-être certains d'entre vous connaissez ou ne connaissaient pas. Mais Ange Québec Capital, c'est un regroupement d'anges investisseurs qui est supporté par les gouvernements du Québec et du Canada. Donc, à chaque fois que les anges investisseurs mettent $1, le gouvernement va mettre $1 additionnel. Donc, c'est l'équivalent à toute fin pratique d'un investissement avec une firme de capital de risque. Parce qu'il applique les mêmes critères, etc. Donc, on a complété un financement en équité, toujours sur des évaluations assez intéressantes, donc environ $1 million en 2018. On a continué ensuite en 2019 et 2020 à faire des rondes de financement additionnels, des placements privés. Là, je reste un peu plus discret sur les montants parce que ce n'est pas encore sur les registres publics. Mais la dernière ronde qu'on a faite à la fin 2020 est intéressante parce qu'on a fait un investissement en utilisant un SAFE. Je ne sais pas si c'est un concept avec lequel vous êtes habitué de travailler, mais au Canada, aux États-Unis, en Europe, en général pour des sociétés, entre autres, technologiques, le SAFE, qui est un Simple Agreement for Future Equity, est un instrument qui est très intéressant parce que ça permet de faire des rondes de financement sans avoir à s'entendre maintenant sur la valorisation de l'entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à un point de bascule parce qu'on entre en mode commercialisation. Donc, de deux choses l'une. Ou bien les technologies qu'on a développées vont être extrêmement rentables et à ce moment-là, bien, la valorisation de l'entreprise peut être extrêmement élevée, ou bien ça ne va pas être accepté par le marché puis la valeur de l'entreprise va être à zéro. Mais dans un cadre comme ça, se financer et de trouver la bonne évaluation, c'est souvent une pierre d'achoppement entre les investisseurs et les entreprises. Donc, le SAFE est un outil qu'on a développé pour pallier à cette absence-là sur la valorisation. Et en 2021, on va en parler un petit peu tantôt, je vais finir là-dessus. Et en 2021, quand j'ai dit on a fait environ 7 formes différentes de financement, ben là, on est en train de négocier une série A plus traditionnelle, là, les actions privilégiées avec des firmes de capital de risque européennes et américaines. Donc, très rapidement résumé, 5 ans d'investissement. Mais surtout, on a utilisé à peu près toutes les formes possibles de financement en équité privée. Et quand l'equity crowdfunding est un peu plus public, si on veut, mais c'est très petit quand même, mais l'investisseur, quand on regarde ça. Mais c'est un beau cas de gens qui ont créé quelque chose à partir de rien et qui, en 5 ans, ont quand même amené beaucoup d'eau à leur moulin. Excellent, merci Jean-François. Effectivement, c'est très intéressant tout ce parcours et toute cette diversité de types de financement. Et probablement, peut-être, on pourra discuter plus en détail sur des nouveaux mécanismes qui, effectivement, sont assez innovants. On s'approche un peu plus de la Tunisie. Donc là, je vais m'adresser à OIM qui nous contacte de la France. Et c'est surtout ce qui m'intéresse, OIM, si on peut aller un peu plus dans le détail, dans ton retour d'expérience quand tu as participé et fait part de ton expertise sur l'aide au lever et à l'investissement pour le PME en Afrique. Voilà. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a marché? Quel pattern qui pourrait être intéressant pour nous d'ici, de la Tunisie? Très bien, merci. Alors moi, j'ai exclusivement conduit des investissements dans des jeunes ou des petites entreprises qui opéraient déjà depuis quelques années, avec un potentiel de croissance, une opportunité d'expansion ou changement d'échelle,
mais dans tous les cas, elle n'était pas éligible au prêt bancaire. C'est typiquement le genre d'entreprise qui génère un petit peu de chiffre d'affaires, mais qui n'a pas assez d'historique ou pas assez de garantie, car elle est trop jeune ou parce que le projet à financier type R&D marketing n'est pas lié à un actif à avancer comme garantie aux banques, d'où le manque d'éligibilité par rapport au prêt bancaire. Ça englobe aussi le genre d'entreprises familiales qui ne veulent pas ouvrir leur capital ou ne veulent pas faire face à des problèmes de valorisation d'entreprise. Donc, dans ce cas-là, justement, on offrait des financements alternatifs type Revenue Capital. Donc, je vais donner un petit exemple. Une entreprise qui achète la production d'amandes de karité d'un groupe de fermiers le transforme en beurre de karité en utilisant des machines achetées pas chères d'occasion. Après, elle vend ce produit en vrac sur le marché local. Une entreprise qui fait sa vie, qui est là depuis quelques années, mais bon, qui n'arrive pas à croître. L'entrepreneur est quand même ambitieux. Il veut profiter de l'augmentation de la demande mondiale de beurre de karité et décide de s'ouvrir à l'exportation. La condition sine qua non est d'accéder à la certification bio. C'est ce qui lui permet d'avoir en plus des meilleurs prix, des prix de vente, je veux dire. Pour ça, il a besoin de former et certifier tous les fermiers producteurs de karité. Il doit aussi réaménager ses locaux, transformer son process pour assurer la traçabilité, respecter les standards des référentiels de certification biologique. Les banques ne veulent pas financer ce genre d'opération car il n'y a pas d'outils industriels à financer, donc pas de garantie. L'entrepreneur s'est initialement, dans ce cas, et c'est un cas concret, rapproché d'un business angel qui lui a avancé 50 000 $ avec un petit peu de garantie sur les outils qui existaient, donc je disais de deuxième main, qui ne valent pas grand-chose. En contrepartie, le business angel demande 5% du chiffre d'affaires jusqu'à se faire rembourser 2 fois sa mise. Donc, tous les mois, l'entreprise doit verser 5% de son chiffre d'affaires au business angel jusqu'à lui retourner 100 000 $. Les premières ventes étaient concluantes. Ça a pris quelques années pour mettre en place la certification bio, mais les premières ventes étaient concluantes et les commandes ont augmenté. L'entrepreneur se sentait alors prêt à accélérer sa croissance et voulait investir encore plus pour former plus de fermiers, améliorer l'outil de transformation et augmenter la cadence des commandes et des ventes. Il est alors venu nous voir, donc le fonds d'impact, et on lui a proposé une structure similaire, toujours basée sur la participation au chiffre d'affaires, mais avec une petite nuance, c'est qu'on a rajouté un prêt de 500 000 $ sur 6 ans, avec une période de grâce, mais dont le taux est inférieur à ce qu'une banque aurait fait, le taux d'intérêt, je parle. C'est typiquement le genre de financement hybride qui se situe justement entre les banques et le private equity où on rentre dans le capital, qui est basé sur un partenariat gagnant-gagnant entre l'entrepreneur et l'investisseur, car les deux parties vont tout mettre en œuvre pour améliorer les ventes et le chiffre d'affaires, sans se soucier de problèmes de valorisation d'entreprise, ni de vente au bout de quelques années à une personne tierce, etc. C'est typiquement aussi le genre d'investissement flexible, plus flexible du moins que les crédits bancaires à taux fixe, car en l'occurrence, dans le contexte Covid, quand le chiffre d'affaires baisse, les ventes baissent, le remboursement aussi de la structure de financement diminue et attend que l'activité reprenne. Donc, grâce à cet investissement, parce que n'oublions pas que moi je parle de l'investissement d'impact, il y a eu aussi un impact positif social et environnemental parce que les producteurs de karité ont pu générer plus de revenus grâce au premium de vente sur le produit bio. Ça a aussi contribué à la protection de l'environnement à travers la mise en valeur d'un arbre traditionnel, l'arbre de karité, et la non-utilisation de pesticides et d'engrais chimiques, etc. Voilà, pour un petit exemple. Pour le moment, je peux en donner d'autres après si on a le temps. Oui, très, très intéressant. Oui, merci. Et voilà, il y a des mots, j'ai l'impression qu'ils reviennent souvent dès qu'on applique un peu du revenu capital, quelque chose de plus positif, plus humain. Il y a un aspect social et un aspect win-win en fait des deux parties. Très bien. Peut-être il est
peut-être aussi maintenant temps d'essayer de comprendre un peu pourquoi ce revenu capital peut être attrayant dans certains cas de figure, pour certaines PME, pour certains business angels. Quelle est l'innovation finalement qu'il apporte comparé à des mécanismes plus traditionnels. Et pour cela, peut-être, Kerim, je pense tu es la personne la mieux placée peut-être pour nous en dire un peu plus sur ce mécanisme. Qu'est-ce qu'il apporte? Quelle est l'innovation qui vient avec? Le micro. Voilà. Donc, en fait, la particularité de cette approche de financement en Revenue Capital, en fait, c'est un instrument qui est très flexible. Donc, un instrument flexible, un instrument innovant dans le sens où il est basé, en fait, sur 3 piliers. C'est un modèle de financement qui est basé sur 3 piliers. Et donc, les 3 piliers, en fait, c'est que le premier pilier, c'est que la plus grande composante du ticket d'investissement, elle vient sous forme de dette ou bien quasi-equity. Donc, que ce soit donc un compte courant associé ou bien une obligation convertible en action. Donc, ça, c'est la plus grande composante du ticket d'investissement. La deuxième particularité, c'est que cette composante, la rémunération un peu de cette partie dette, elle se fait donc de 2 manières. Donc, il y a une rémunération fixe qui est donc c'est un taux fixe, mais en général qui est inférieur au taux du marché monétaire, c'est-à-dire au taux bancaire en quelque sorte. Et il y a une rémunération variable qui est liée, indexée sur le chiffre d'affaires. En général, ce taux-là varierait en fonction de l'industrie de 1 à 3%. Mais il n'y a pas de règle, hein, il n'y a pas de règle encore une fois, mais ça pourrait varier entre 1 et 3%. Et la troisième composante, en fait, c'est la composante capitale. La composante capitale, en fait, le fait de réserver une partie du ticket d'investissement, par exemple, moi je dirais 25, 30%, 20% de ce ticket d'investissement sous forme de capital, ça permet un peu à l'investisseur d'avoir un œil en fait sur la gestion, de participer, si jamais la société est structurée donc, en société anonyme, donc de participer aux délibérations du conseil d'administration et d'avoir un retour d'information par rapport à ça. Et la problématique, l'innovation en tant que telle de cet instrument, elle vient du fait que l'approche classique du capital risque et du capital investissement, elle n'est pas nécessairement en ligne avec l'approche en quelque sorte de l'entrepreneur. Un entrepreneur qui commence un peu, qui lance sa boîte, il a un peu, donc pour lui, faire croître son entreprise, c'est faire croître son chiffre d'affaires. Donc pour lui, le KPI à suivre, c'est le top line, c'est le chiffre d'affaires. Alors qu'un investisseur classique, il suit plutôt la création de valeur, il suit donc le bottom line, il suit le résultat net et les dividendes qu'il recevra derrière. Donc, avec cette vision-là, l'un focalise un peu sur le chiffre d'affaires et l'autre sur le résultat net et les dividendes. Donc, les intérêts ne sont pas alignés à 100%. Bon, il y a des mécanismes de les faire aligner, c'est clair. Mais cette approche-là présente la particularité de rendre les deux intervenants, les deux parties prenantes alignées, dans le sens où les deux parties prenantes vont focaliser sur la croissance du chiffre d'affaires. Donc, c'est pour cette raison que la composante en equity que mettrait l'investisseur, donc c'est une composante qui varierait entre 20 et 30%. L'entrepreneur, donc il y a un engagement synalagmatique dans le sens, c'est-à-dire un engagement de céder, en fait. L'entrepreneur, il ne veut pas perdre le contrôle de sa société, surtout que c'est encore la phase de lancement. On est à un stade de early stage, en quelque sorte. Donc, s'il se fait diluer dès les premiers rounds de financement, c'est-à-dire ça part, une fois il atteint le round A, une fois s'il atteint un peu le financement en capital risque et en capital investissement, il sera très, très dilué. Donc, c'est pour cette raison que la part, en fait, de l'investisseur dans le capital social sera une part réduite, hein, et ce qui va ajouter encore plus de flexibilité à ce mécanisme, c'est que pour éviter toute la problématique de la valorisation à l'entrée, donc la valorisation, l'entrée de l'investisseur se fera sur la base de la valeur nominale ou bien sur la base de la situation nette comptable de l'action. Et pour ça, donc vu qu'il n'y a pas eu de valorisation,
l'investisseur s'engage à céder sa participation au bout d'un certain nombre d'années à un multiple. En général, c'est un multiple cash en cash. C'est-à-dire, c'est un multiple en général qui varie entre 2 fois et demi à peu près, la mise initiale. Donc, s'il met 100 000 dinars, par exemple, il sera remboursé, c'est l'entrepreneur qui va racheter la part de l'investisseur à 250 disons, 2 fois et demi. Et donc, l'engagement et le ticket total qu'a mis l'investisseur, au final, il s'élève à, disons, 1 million de dinars. Il y a juste une petite partie, ou bien 500 000 dinars, il y a juste une petite partie qui a de l'ordre de 20% qui a été mise en capital social. Donc, l'engagement de rachat qui pèse sur l'entrepreneur au bout d'un certain nombre d'années sera mitigé parce que le plus gros du ticket d'investissement, il sera remboursé par la société, vu que l'argent a été mis dans la société. Donc l'entrepreneur ici sera rassuré de reprendre le contrôle de sa société au bout d'un certain nombre d'années. Son engagement financier, il le connaît dès le départ. Et puis, le plus gros du ticket d'investissement, il est donc sous forme de dette, il est remboursé par la société, et donc avec 2 sortes de rémunération, dont une rémunération est indexée sur le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires augmente et la rémunération de l'investisseur augmente aussi. Donc, du point de vue de l'investisseur, il sera en fait compensé pour ce manque donc de valorisation de son titre. Sur la partie equity, sera compensé par l'accroissement de valeur qui est lié à l'accroissement du chiffre d'affaires. Donc, l'accroissement du rendement qui viendrait de la partie quasi-equity. Donc, et ceci aussi, c'est un avantage aussi pour l'investisseur dans le sens où ça lui, voilà, donc il va pas chercher à sortir du capital social de la société d'une façon prématurée. Il va pas réellement, donc il sait que l'entrepreneur va le racheter au bout d'un certain nombre d'années et l'entrepreneur va reprendre son contrôle de la société avec un engagement financier limité. Donc, si on essaye un peu de regarder les piliers de ce modèle-là, c'est un modèle qui fonctionne, c'est un modèle qui est cohérent et qui est en fait basé sur une relation gagnant-gagnant entre investisseurs et entrepreneurs. Voilà. Et donc, c'est là où on comprend un peu sur de la dette et qui va être remboursée au fur et à mesure et un peu sur des bénéfices qui arrivent sur le chiffre d'affaires, et donc les 2 personnes sont alignées. Voilà, en fait, investisseurs et entrepreneurs. Voilà. Et donc, pour ce faire, il n'y a pas toutes les sociétés qui sont éligibles à ce genre de financement. Il faudrait que la société déjà commence à générer des revenus. Hein. Il faudrait qu'il y ait aussi une opportunité de croissance à saisir là. Donc il faut un chiffre d'affaires déjà. Voilà. Il faut du cash. Voilà, c'est-à-dire pour le cas d'une start-up par exemple, il faudrait qu'il y ait des clients payants déjà. Donc, on doit voir le revenu. Donc, l'investisseur doit voir le revenu, le revenue stream. Donc, oui. À partir de ce moment-là, donc voilà, donc il y a une opportunité d'investissement, il y a des revenus, voilà. Donc c'est c'est un petit peu la nature de projet qui pourrait être éligible à l'investissement via ce mécanisme de revenue capital. Très bien, excellent. Merci beaucoup. Oui, Kerim, ça permet de mieux comprendre en fait un peu comment ce mécanisme fonctionne. Donc, en tout cas, les spécificités. Qui est plus ou moins pourrait être. On dira davantage parce que elle a Ah bah oui, tout à fait. La transition est toute trouvée là. Donc, de toute façon, j'allais passer le micro à Hela. Hela, je pense c'est de notoriété publique. Je pense, voilà, ceux qui connaissent un peu le secteur, ils savent que TAF est pionnière dans le revenu capital. Je pense que tu peux nous en dire beaucoup plus alors. Donc, à toi la parole. Machallah, ils ont fait déjà le tour de la question, ils ont été si bons. Il y a encore plein de choses à dire. Non. Alors, Senda. Des chiffres clés. Qu'est-ce qui se passe à la TAF? C'est quoi vos chiffres? Alors, à la TAF. C'est beaucoup success stories, oui. D'accord, je peux effectivement vous donner quelques chiffres. Donc, TAEF, comme je vous ai dit au départ, c'est 100 millions de dollars. 50% de ce montant est investi via le revenu capital dans les PME tunisiennes en croissance, donc c'est 50 millions de dollars. Aujourd'hui, plus de la moitié a été déployée dans près de 22 boîtes, PME de différents secteurs, dans différents stades d'évolution, toutes
étant déjà en activité lorsqu'elles sont arrivées vers nous. Alors, juste pour des chiffres comme ça aussi, pour peut-être comprendre l'ampleur du besoin du financement en général de la PME tunisienne, peut-être en particulier pour ce type de mécanisme, nous avons reçu, je pense, près de 700 contacts depuis la création de ce sous-fonds d'investissement en 2015. Et je rends hommage à toute mon équipe, Hedi Qsia et toute l'équipe à cette occasion parce qu'ils font de l'excellent travail. Donc 700 contacts, 200 personnes rencontrées parce que sur le 700 contacts, beaucoup ne sont pas malheureusement prêtes pour une levée de financement et ce pour plusieurs raisons. Et sur ces 200 ce qu'on appelle réunions contacts pris, nous n'avons pu investir que dans 22 et 2 autres sont en due diligence, en phase finale de closing. Tout ça pour vous dire qu'en fait, je crois qu'il y a un énorme besoin de financement de la PME tunisienne comme On a perdu Hela. Ah oui, je ne savais pas si c'était moi qui perdais tout le monde ou est-ce que c'est… Vous m'avez entendu? Ah, oui, non, oui. là on t'entend, Hela, oui. Oui. Je reprends à… Tu peux reprendre, donc, vous avez rencontré 200 parmi… Voilà, donc, alors, voilà. on a eu donc plus de 700 contacts, mais sur ces 700, nous n'avons rencontré effectivement et eu des réunions effectives de travail qu'avec près de 200 entreprises. Et sur les 200, donc, il n'y a eu que du 11 à 12%, c'est-à-dire on est à 22 aujourd'hui PME dans le portefeuille et 2 autres sont en closing, donc on va être à 24 là sous peu d'ici mars. Donc je voulais insister sur le fait que voilà, le besoin est important, le besoin également de rechercher des alternatives, une troisième voie on va dire, par rapport aux instruments classiques du financement de la dette bancaire ou via des fonds de private equity traditionnels. Qui existent ou qui n'existent pas forcément en Tunisie, hein, pour des tailles de PME de l'ordre de 2-3 millions de dinars. Je ne suis pas très sûre que justement il y ait une grande palette de fonds de private equity qui font ça en Tunisie. Ce qu'on voit un peu, c'est les mécanismes de FCPR, SICAR, dont la réglementation et le cadre juridique et opérationnel est très restrictif, versus des fonds de private equity type Afriquinvest, SPE ou d'autres fonds en fait qui sont sur des tickets d'investissement beaucoup plus importants que ce que demanderait une PME classique. Alors voilà les statistiques sur TAEF. Encore une fois, bon, nous avons été effectivement des pionniers en la matière au pays. Ça a été assez compliqué au départ, franchement, je dois l'avouer. Alors, tout comme Karim, l'équipe et moi-même avons également visité Business Partner en 2014. C'est une institution financière qui se trouve en Afrique du Sud et qui était la pionnière dans la mise en place effective de ce type d'instrument financier. C'est une institution qui s'est agrandie de manière spectaculaire et qui s'est élargie sur toute l'Afrique anglophone. Donc on n'a pas recréé la roue, on a juste visité les gens qu'il fallait et on s'est inspiré de ce modèle que nous avons jugé pertinent dans le cadre de notre implémentation stratégique. Et nous nous sommes dit, faisons quelque chose d'un peu différent. Essayons de trouver une troisième voie et nous avons essayé donc de nous positionner dans cette troisième voie. Alors, il y a un petit avantage, c'est que nous n'avons pas eu à créer une structure en Tunisie parce que nous opérons à partir d'un fonds à l'étranger. Ça rend les choses un peu plus faciles, bon, plus compliquées sur d'autres volets, mais plus facile dans la mesure où je n'ai pas été amenée à rentrer dans un moule bien particulier d'une réglementation bien particulière. Je n'avais pas à devenir ou à constituer un FCPR, je n'avais pas à constituer une SICAR, et ça rend les choses un peu plus faciles. Ça me donne plus de flexibilité, d'agilité, et le revenu capital
a été un instrument qui a été facilement mis en place à partir d'une structure étrangère. D'ailleurs, je fais appel aux institutions réglementaires de la place, je pense, pour essayer de trouver un moyen de libéraliser l'investissement, ne serait-ce que par un cadre juridique réglementaire et opérationnel beaucoup plus libre que ce qu'il n'est actuellement. Karim peut en témoigner, ça, il a beaucoup plus d'expérience en la matière sur toutes les contraintes qui sont liées à la mise en place d'une SICAR ou d'un FCPR. Souvent, aujourd'hui, en Tunisie, ces mécanismes restent des tax incentive, let's say, tax incentive mécanismes, donc pour des souscripteurs. L'avantage à notre niveau, c'est que justement, nous avons été totalement flexibles et libres d'opérer comme on veut. Alors, ça, c'est la première partie au niveau de TAEF. Maintenant, la seconde partie, c'était d'essayer de convaincre nos amis entrepreneurs que c'est un mécanisme qui faisait du sens. Et croyez-moi, ça, c'était pas gagné d'avance. Et surtout faire connaître. Hein, alors oui, le faire connaître, ça c'est un travail de marketing. Là aussi, je remercie toute mon équipe qui a fait le travail de deal sourcing, de rechercher du pipe, de communiquer, les gens autour de nous avec qui on s'est associé, que ce soit les avocats, les experts comptables, les banques d'affaires, les banquiers eux-mêmes. Hein, Karim aussi, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup parlé pour essayer de faire connaître ce modèle. Ça, c'était un premier challenge, le faire connaître, le vulgariser auprès de nos entrepreneurs, parce que Senda, aller à un entrepreneur, lui dire je prends 5% de ton chiffre d'affaires, pour lui c'est une insulte pure et dure. Et Montassar, je suis sûre qu'il va confirmer ça. Attendant le témoignage de Montassar. Bon, donc il fallait vulgariser le concept, essayer de leur expliquer le pourquoi des choses, et finalement on s'est retrouvé dans un mécanisme d'éducation quelque part de l'écosystème de la PME, ce qui n'est pas plus mal, hein, ce qui n'est pas plus mal. Je pense que du moins l'écosystème qu'on a modestement fréquenté au niveau de TAEF a été éduqué à une nouvelle forme de financement avec toute la documentation juridique, et croyez-moi, c'est des pavés, et encore une fois, Montassar va en témoigner. Donc, c'est des familiarisations à de nouveaux concepts, à des nouvelles règles de gouvernance, à de nouveaux mécanismes de participation win-win entre un investisseur et un entrepreneur. Je pense que tout ça a été bénéfique aussi bien au niveau de l'équipe que pour l'écosystème de la PME. Donc, du coup, petit à petit, c'est vrai qu'au départ, c'est ce qui explique les 700 contacts que nous avons eus. C'est-à-dire qu'au départ, ils m'ont entendu à la radio, ils ont dit, voilà, ça c'est, ah là là, ça va nous sortir de tous nos soucis. Mais c'est pas ça du tout, en fait. Ils se sont retrouvés, en fait, dans des situations où c'est un instrument qui, aujourd'hui, n'est adapté qu'à un certain type d'entreprise bien particulier, dans une phase de croissance bien particulière, avec une structuration bilancielle et une structuration financière très particulière qui peut absorber ce type de revenu capital instrument. Ce n'est pas ouvert à tout le monde, je pense. Ce n'est pas possible pour tout le monde. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec l'argument de Karim en ce qui concerne les dividendes, l'accès que le revenu. Croyez-moi, et encore une fois, moi j'ai la chance d'être baquée par Montassar, donc il va vous dire que c'est pas seulement le revenu qui m'intéresse. Je regarde le top line et le bottom line. C'est pourquoi, en fait, Karim, et ça je vais interagir avec toi, en fait, ce qui m'intéresse, certes, c'est le revenu, parce que j'ai un pourcentage sur le revenu, mais finalement, si toute la cascade après le revenu ne tient pas la route et que le cash flow ne dégage pas et que la trésorerie ne suit pas, il ne pourra pas me payer et à terme, il ne pourra pas non plus me payer l'exit option. Ça reste du capital risque, hein. Il y a du risque. Voilà. C'est pour cela que c'est vraiment du capital risque. Alors moi, maintenant, juste j'ai parlé beaucoup de taf, je vais me mettre dans la peau d'un entrepreneur et je vais laisser ensuite la parole à Montassar Azaïz. Je mets la casquette de l'entrepreneur. Je suis dans une boîte. Je gère une boîte, je suis promoteur, je suis CEO, j'ai mis au monde un bébé. Et je le vois aujourd'hui petit à petit croître, mais stagner d'une manière ou d'une autre. Et malheureusement, personne ne peut m'aider parce que les banques, je ne leur offre pas ce qu'il faut comme garantie, ou peut-être parce que je suis over leverage, surendetté, donc je n'ai plus de capacité d'endettement bancaire, j'ai pas de garantie, je veux du financement, comme a dit OIM, d'actifs incorporels, de recherche et de développement,
ce qu'on appelle en Tunisie, on est très fan de ça, les certifications. Il y a WIM, je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est un truc de folie. Les certifications ISO dans tous les sens. J'ai besoin de working cap, j'ai besoin de recruter. Et donc, je me dis, OK, je vais voir qui. Et là, il y a la TAF qui arrive comme ça, qui est sympathique sur ce plan-là, parce que, voilà, elle peut aider dans ce sens-là. Mais si j'ai un message à passer aux entrepreneurs, je ne sais pas s'ils m'écoutent. S'il vous plaît, ne vous prenez pas trop tard. La plupart qui arrivent chez nous, c'est déjà trop tard. C'est déjà too late. Ils sont trop surendettés, incapables d'obtenir un business plan et de se structurer. Donc, soyez prêts, n'allez pas trop tard chercher des investisseurs. Et c'est pas grave, je vous assure qu'on est partenaire. C'est du win-win, comme a dit Karim. Donc, à terme, je pense que franchement, il faut éveiller les consciences sur l'intérêt d'avoir des fonds d'investissement. Malheureusement, pour avoir travaillé plus de 15 ans dans des fonds d'investissement, on a des étiquettes un peu de loups financiers, vautours, etc. Mais je pense que franchement, aujourd'hui, beaucoup de fonds sont concentrés sur l'inclusion, sur l'impact, comme a dit WIM. Nous-mêmes, on essaye d'adhérer aux Sustainable Development Goals de United Nations. D'ailleurs, le Congrès américain, c'est très simple, nous mesure sur le Development Impact. Recrutement, employabilité, femmes, régions. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de fonds qui cherchent à investir, certes, à avoir des rendements, parce que moi, I don't trust in free money. Pour moi, ça ne marche pas. Et donc voilà, les fonds sont vos accompagnateurs. En revenu capital, ça peut être une solution pour des types de PME bien particulières et dans des stades de développement bien particuliers et bien définis également. N'allez pas trop tard. C'est tout ce que n'allez pas chercher trop tard l'argent qu'il vous manque pour croître. Excellent. Voilà. You're selling it very well, Hela, en tout cas. Super. Ça va faire le travail pour moi. Excellent, excellent. Non, c'est très clair et on reviendra justement sur à quel moment il faut explorer cette piste et qui devrait explorer cette piste. Mais avant ça, je veux vraiment écouter, que j'ai déjà écouté, c'était vraiment un vrai plaisir d'écouter le témoignage de Montassal, donc fondateur de Publicom depuis 1994. Donc Montassal, il a Allô? On a perdu Senda? On a perdu Senda, mais toi, tu es là, Hela. Senda, où est-ce que tu es, Senda? Senda, je crois qu'elle a un bug au niveau de... Voilà, elle est là. Senda, on t'a perdu à un moment. Ah bah, mince alors. Mais, alors, je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu. Tu parlais de témoignage de Montassal. Ah bah voilà, donc moi je disais beaucoup de bien, j'ai vraiment, voilà, Montassal vraiment il a eu un parcours que je trouve vraiment très instructeur et très impressionnant, donc je te laisse la parole Montassal de nous dire un peu comment s'est passé les différentes, l'expansion de tes activités et puis voilà, le passage de mécanismes de financement traditionnels vers des mécanismes plus innovants tels que le revenu capital. Montassal moi, je suis de retour. Donc ça va. Pas moi, décidément, tour à tour aujourd'hui. D'où j'en peux pas tous s'assurer, c'est pas possible. La bande passante, elle bug là, c'est pas possible. Tu vois, voilà une idée de projet. Non, mais il faut un chiffre d'affaires. Moi, j'ai compris qu'il faut du cash tous les mois, tous les trimestres, whatever. Bon, alors, est-ce que Montassal... Certainement, il va devoir se reconnecter, je suppose. Oui, absolument. Bon, moi, j'ai enlevé ma vidéo, souhaitant vous faire gagner en bande passante, mais ça ne marche pas. Non. Un peu.
quelques minutes. Senda, tu es encore là? Ah oui, moi je suis là. Donc j'attends de voir si Montassal se reconnecte. J'ai vraiment envie qu'on écoute son témoignage avant de passer à d'autres questions plus précises. Moi, j'ai enlevé ma caméra pour la bande passante. En attendant. Pareil, j'ai fait ça aussi. Ouais. Il y a peut-être une ou deux questions pour oui, j'ai vu ça. J'allais rebondir en fait sur les propos de Madame Hela peut-être. Oui. Pour combler aussi. Moi, j'insiste sur le côté, quand on parle de revenue capital, on parle aussi d'accompagnement. C'est très important. C'est-à-dire que non seulement ça s'adresse à un type d'entreprise bien spécifique, mais il faut que l'entrepreneur comprenne que l'investisseur est là pour l'accompagner. L'intérêt, l'alignement d'intérêt, c'est vraiment la recherche de valeur, top line, revenue share, la vente, mais aussi la création de valeur de l'entreprise. Donc, il ne faut pas partir de l'idée que l'investisseur est là justement pour nous prendre des parts de notre entreprise en chiffre d'affaires, mais qu'il nous accompagne dans notre trajectoire. Il va ramener du conseil, il va offrir son carnet d'adresses, il va vraiment ramener un regard neuf et nous donner une vision stratégique qui ne peut être que bénéfique pour l'entreprise. Alors peut-être que parfois les échanges peuvent être houleux parce que l'auto-entrepreneur, il est dans sa boîte, la tête dans le guidon, et l'investisseur, il est dans ses chiffres. Mais justement, n'oublions pas que l'objectif est commun. Voilà. Montassar est là, mais il n'arrive pas à rentrer. Je viens de l'admettre, de le laisser. Pareil. Moi aussi. Il a été admis 3 fois, je crois. Ouais. On va réessayer. C'est les questions de Emina aussi par rapport aux tickets moyens. Je crois que c'était adressé à Hela, les tickets moyens, durée moyenne du prêt, les garanties. Hela, si tu nous écoutes. Oui. Hela, il y a eu quelques questions relatives à le ticket moyen de l'investissement, durée du prêt. Est-ce qu'il y a des garanties ou il n'y a pas de garantie? Alors, en ce qui concerne le ticket moyen, on est dans un ticket moyen de 1 million de dollars. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup moins, hein, on a fait 300 000 dollars et on est allé jusqu'à l'équivalent de 5 à 7 millions de dinars. Donc, c'est dans cette fourchette-là. On essaye de ratisser large dans ce missing financial gap qui est le financement de la PME. Comme a dit WeAim, plus que la microfinance, moins qu'un fonds de private equity à large spectre, plus que 7 millions de dinars. Donc voilà, on est dans du 1 million de dollars moyen. Ça c'est l'investment ticket. En ce qui concerne les périodes, alors moi j'insiste beaucoup, ce n'est pas un instrument figé et je pense que c'est le plus grand avantage de ce type d'instrument de revenue capital qu'on a mis en place à Taïf. Non figé, c'est-à-dire que si des sociétés ont la capacité de pouvoir rembourser la dette en 4 ans, fine, we do it. Mais c'est également des délais qui peuvent aller jusqu'à 6-7 ans. En fonction de la croissance et du cash flow qui est dégagé au niveau de la trésorerie de la société. Donc, on peut aller de 4 à 6-7 ans au plus.
Les délais de grâce sont également accordés en fonction réellement de l'investissement qui va être fait et de la génération attendue de cash flow de cet investissement. Ça ne sert à rien que je donne à une société $1 million, elle achète une machine mais qui ne peut être réellement opérationnelle et crachée que dans une année et je lui fais payer à partir du 3e mois mes intérêts et mon principal. C'est pour cela qu'en fait, on étudie réellement la structuration de la société, le business plan attendu post-investissement. Tu vas faire quoi de l'argent? Moi, c'est la première des questions que je donne à l'entrepreneur. Je pose à l'entrepreneur. On cherche à faire quoi à partir de cet investissement? Il commence à dégager quand? Et en fonction, on ajuste nos plannings et nos échéanciers en fonction de cette aisance financière qu'aura ou que n'aura pas la société en termes de timing. Donc ça, c'est pour les périodes. Tu m'avais posé une autre question, Douja, je crois, à part... Est-ce qu'il y avait des garanties? Alors, je ne sais pas si... Alors, sur les garanties, le principe de ce revenu capital, c'est justement qu'il diffère de la dette classique bancaire qui, aujourd'hui, je vous rappelle, Maneta, une étude de la BUI a été faite il y a quelques années. Je pense qu'elle a donné le chiffre de plus de 130% du taux de garantie bancaire exigé lors de l'attribution d'un crédit. Ce que vaut la garantie aujourd'hui est près de 130% la valeur du crédit en soi. Alors nous, en termes de principe, nous n'exigeons pas de garantie. Maintenant, pour être clair, et je ne veux tromper personne sur ce plan-là, il arrive que, vu le profil de risque de la société, vu son secteur, vu son stade d'avancement qui n'est pas très avancé, nous demandons des formes de garanties. Mais ce qui est clair, c'est que ce sont des garanties qui sont loin d'être celles demandées par le système bancaire, et ce sont des garanties vraiment sur le business et non sur le patrimoine de la société, de l'entrepreneur. C'est-à-dire notre idée, c'est que vraiment nous ne souhaitons pas toucher au patrimoine de l'entrepreneur. S'il y a garantie possible à prendre, en fonction, encore une fois, du secteur d'activité, du profil de risque de l'entrepreneur et de la société, ce sera sur les actifs de la société et non celui de l'entrepreneur. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, mon premier investissement, c'est ma première fierté. Je ne peux pas ne pas en parler. Avril 2015, Proxima IT. Je suis sûre que vous connaissez tous Wassel Bevayen. C'est notre premier investissement de revenu capital. C'est un monsieur qui est non seulement extraordinaire et qui a explosé Proxima IT, non pas grâce à nous, mais grâce surtout à ce que lui a fait et ce que nous avons aidé à faire. Proxima IT est un deal qui a été clôturé en 5 mois sans garantie bancaire et qui aujourd'hui probablement est dans une logique de follow-on. Alors Enes, c'est juste un petit mot sur ce au passage, je ne veux pas accaparer la parole. L'avantage de ce mécanisme, c'est que ça permet, une fois que l'on connaît l'entrepreneur, de remettre au pot au bout de la première, deuxième année. Et là encore, Montassar a fait l'objet d'un follow-on, il vous en parlera. Ah oui, mais je crois qu'on a reperdu Montassar. Ouais. On l'a eu à un moment et je crois qu'il est reparti. Donc, enfin, à mon avis, je pense que la connexion est vraiment pas de qualité aujourd'hui. Très bien. Bon, on peut à ce moment-là, on va enchaîner peut-être sur d'autres. Voilà, je voulais peut-être dans un deuxième volet avoir un peu plus, voilà, peut-être de recommandations. Ah, je vois que Montassar est de retour. Il est là, j'espère que vraiment. Espérant que le admit se fasse. Oui. Alors, Montassar, tu nous entends? J'ai un problème de connexion, malheureusement. Oui. Ah oui, pas de souci. On va essayer d'enlever tous la cam pour que tu puisses faire ton témoignage. D'accord. Vas-y, Montassar, à toi. Donc, je vais vous parler un peu de mon expérience avec TAEF et de mon expérience aussi à Publicom, donc l'entreprise que j'ai créée depuis 1994. Donc, au départ, j'ai eu un parcours très classique parce qu'à l'époque, il n'y avait ni fonds d'investissement, il n'y avait pas beaucoup d'instruments financiers pour financer les projets. Il y avait le fameux faux produit. Donc, j'ai fait, à l'époque, c'était un très petit projet de 100 000 dinars.
et je suis passé par le faux produit et puis un crédit bancaire. Et j'ai connu un parcours très classique, donc une croissance constante pendant les premières années, qui ont été suivies par une croissance très importante après 5 ans d'activité, donc où on n'a pas eu besoin de beaucoup de financement. On a fait des financements classiques, leasing, crédit bancaire, et on n'avait pas beaucoup de soucis de remboursement parce que l'activité était très rentable à l'époque, jusqu'à 2011. 2011 a coïncidé avec 2 faits majeurs au niveau de Publicom. Donc, 2011, on a démarré la construction d'une nouvelle usine dans une zone industrielle à Tunis, dans le Grand Tunis. Et en même temps, ça a coïncidé avec une baisse de l'activité. Donc, mais quand même, on a continué à bien travailler. Le financement de la construction a été fait par un crédit moyen terme bancaire et les fonds propres de l'entreprise. On a mis 3 ans pour construire notre nouvelle usine pour un investissement global de 3,5 millions de dinars. Donc, on a terminé notre construction, on a déménagé, on a repris un peu l'activité, mais c'était un peu timide. Mais bon, on est venu au bon moment pour voir Madame Hella et pour rechercher et pour lever des fonds. Ça nous intéresse. Montassar, ouais. Comment vous avez rencontré Mata? Quel était le concours de circonstances qui a fait que c'est vers la TEF que vous êtes orienté? En fait, Hella, que je connais très bien, mais c'est mon banquier qui m'a orienté vers le fonds. Au fait, c'était une discussion parce que ma relation avec ma banque était très bonne. Donc, franchement, avec ma banque, elle m'a accompagné dans mon développement et surtout pour la construction de mon usine. Donc, j'ai pas eu beaucoup de soucis pour avoir des fonds. Pourtant, j'avais pas des garanties réelles pour que le terrain que j'ai acheté auprès de la fille, qui était mis en garantie chez ma banque. Et pour un projet aussi important, donc on a pu avoir un crédit moyen terme. Au fait, après avoir financé la construction, on a eu un petit souci parce qu'il fallait aussi faire des investissements dans les équipements et dans le matériel pour pouvoir développer en parallèle notre activité. Parce qu'on était dans une structure très moyenne et d'un seul coup, on a développé une infrastructure qui nécessite beaucoup plus d'équipements. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à faire des recherches pour trouver de nouveaux partenaires financiers. Donc, mon banquier m'a orienté vers la SICAR de la banque. J'ai vu la SICAR de la banque, j'ai vu d'autres fonds d'investissement. J'ai vu plusieurs formules, notamment celle fondée sur une évaluation de la société à l'entrée et puis à la sortie. Il y avait des fonds d'investissement qui demandaient, les tickets d'entrée étaient trop élevés pour mes besoins. Il y avait des fonds qui exigeaient des tickets de 3 millions de dinars et plus, alors que mes besoins étaient moindres. Donc, et après, j'ai découvert TAEF à travers mon banquier. Et là que j'ai retrouvé Madame Hella. Et on a démarré ensemble pendant quelques mois les démarches après avoir eu une présentation exhaustive de leur modèle. Et j'ai trouvé que c'était le modèle qui convenait le mieux à ma perception de mon entreprise. Surtout que l'investissement le plus important a été fait. C'est-à-dire, j'ai construit l'usine. C'était un investissement qui est assez important et je ne pouvais pas faire entrer un nouveau actionnaire avec moi après avoir fait tout ce travail-là. Donc, et on était pratiquement au niveau du remboursement du crédit moyen terme que j'ai contracté auprès de ma banque, on était presque à
70% de remboursement. Donc, avec les autres fonds, c'était un peu délicat de demander de lever des fonds d'un montant de 2 millions ou 1,5 million de dinars, alors que j'avais un patrimoine qui était évalué à 5 millions de dinars. Et c'était compliqué de faire les évaluations, surtout que le patrimoine pesait lourd dans cette évaluation. Donc, je ne voulais pas prendre trop de risques à faire entrer avec moi un fonds qui basait tout sur l'évaluation de l'entreprise à l'arrivée et au départ. Donc, j'ai trouvé que la formule de TAEF était très, très intéressante, puisque j'avais une idée du ticket d'entrée et de la sortie de TAEF, et tout était figé dès le départ. Donc, il n'y avait pas trop de risques qu'au départ, à la sortie du fonds, je me retrouve à une demande de paiement qui dépassait mes capacités et que je puisse perdre le contrôle de mon entreprise. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour la formule de TAEF, où c'était une participation minoritaire dans le capital de ma société et par un apport en compte courant associé qui finançait une bonne partie des investissements dont j'avais besoin. Et la formule aussi de TAEF était très intéressante par rapport aux banques. C'est que TAEF pouvait financer aussi le fonds de roulement et c'était un besoin aussi très important pour ma société. Donc, c'était un financement de fonds de roulement dont les banques ne veulent pas trop rentrer dans ces financements-là. Donc, financement d'une partie de financement était destiné essentiellement fonds de roulement et des équipements et du matériel roulant. Donc, c'est ce choix-là qui m'a, cette optique de savoir exactement comment les choses vont se passer pendant les 6 années d'accompagnement et comment la sortie va se dérouler. Malgré que le départ était un peu compliqué avec comme tout à l'heure l'a expliqué la paperasse, le pacte d'associés qu'il fallait signer, un document d'une centaine de pages qu'il fallait tout lire et c'était trop compliqué. Il y avait des choses qui m'ont fait peur parce que quand vous lisez un peu qu'il y a des risques que vous perdez complètement votre entreprise, il y avait des termes très compliqués pour nous. On n'avait pas l'habitude, enfin moi personnellement, j'avais pas l'habitude de lire de ce genre de contrat. Mais après, ça s'est très bien passé. La relation était très bonne. Ce que j'admire chez TAEF, c'est le côté humain, c'est-à-dire notre relation vraiment est très humaine. C'est pas le fonds qui. C'est vrai que on comprend que le fonds ils veulent gagner de l'argent, ça c'est normal. Mais il y a une perception humaine que j'ai rencontrée, que j'ai vraiment apprécié, surtout lors de la crise Covid, où on a eu quelques soucis de trésorerie puisqu'on était à l'arrêt pendant 2 mois, où on devait aussi payer tous les salaires et les charges qui incombaient à la société, et c'était pas évident. Et là où l'intervention, c'est-à-dire j'ai fait appel au fonds à TAEF pour me soutenir pendant cette période-là, et la réponse n'a pas tardé, où on a eu un concours supplémentaire au mois d'août. Donc, c'était juste en pleine crise et puis où toutes les PME souffraient d'un manque de trésorerie et de fonds de roulement. Et on m'a débloqué une partie importante qui m'a permis aussi de surpasser cette crise Covid. Et on a eu, franchement, c'est-à-dire, c'est pas parce que Yael qui est en face maintenant, c'est que depuis l'arrivée du fonds dans la société, les résultats se sont améliorés. On a eu une année, je sais pas, c'est pas coup de chance, on a eu une année exceptionnelle. L'année qui a suivi l'arrivée du fonds, on a réalisé un chiffre d'affaires record
2020, on a fait un très bon chiffre par rapport à la conjoncture, c'est-à-dire on a eu une baisse qui, par rapport à 2019, de moins de 10% de notre chiffre d'affaires. C'est déjà quelque chose parce que comparé à l'année avant l'arrivée du fonds, on était déjà à plus 30 ou 40%. Donc, il y a aussi toute l'assistance technique. Nous, c'est une entreprise, bon, enfin, c'est mon entreprise, je suis le seul actionnaire, mais on va dire que c'est une entreprise familiale et on a du mal à accepter que ces mentalités locales, parce que je suis pas le seul à le penser, à voir quelqu'un qui devient associé, qui va... Au départ, on a l'impression que le fonds sera là pour nous embêter, pour nous demander des comptes tous les jours. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez dépensé cet argent? Mais en fin de compte, c'est une expérience qui est très enrichissante parce que elle te permet d'avancer et d'avoir une pression dont le chef d'entreprise a besoin. Parce que avant l'arrivée du fonds, j'avais aucune pression sur moi. J'étais le seul maître à bord. Et le fait d'avoir quelqu'un qui est derrière, qui ne vous embête pas trop, franchement, mais d'avoir quelqu'un qui vous demande des résultats, des comptes, des reportings, ça te met une certaine pression que moi, j'avais l'habitude de mettre cette pression sur mes collaborateurs pour avoir de meilleurs résultats. Et là, je me retrouve à avoir cette pression-là. Et cette pression m'a permis de progresser. Franchement, elle m'a permis de progresser et d'avoir et de partager aussi la décision de demander conseil à d'autres personnes sur ma propre entreprise. Et franchement, j'ai trouvé des gens adorables qui travaillent dans le fonds de TAEF et qui me donnaient des conseils parce que nous aussi, dans le contrat qu'on a avec TAEF, il y a aussi une assistance technique. Il nous a orientés vers des mécanismes comme l'USAID ou Tunisia Jobs qui peuvent nous aider à avoir des financements sur des projets comme le projet que nous avons eu, on a mis en place un ERP. On est en train de travailler avec des bureaux d'études pour l'organisation de Publicum. Donc tout ça, c'est un peu, c'est principalement grâce au fonds que nous sommes mis à faire ce travail-là. Et ce travail nous a permis aussi de mettre la société aux normes, d'avoir une organisation meilleure et aussi d'avoir des collaborateurs parce qu'on était avant l'arrivée de TAEF, il y avait un taux d'encadrement qui n'était pas très important. Donc, tu sais, le chef d'entreprise voulait tout faire. Et là, j'ai une structure mieux organisée. J'ai un DGA qui a été recommandé. Plus de gouvernance, un peu comme ce qu'avait un peu peut-être apporté plus d'aide dans la gouvernance et dans la structuration de la société. Oui, elle est mieux structurée et mieux préparée pour de nouveaux challenges. Et je crois qu'on a reperdu Montassar, bon, malheureusement, mais je pense que on a eu une grande part en fait de témoignages. Le temps file, vraiment, c'était très intéressant. Je pense que là, on arrive vraiment vers la fin. Donc, si on peut faire un dernier tour et avec vraiment un mot de clôture, donc vraiment très rapidement, je reviens donc à Jean-François. Si voilà, ok, on a parlé par exemple du revenu capital. Qu'est-ce que vous recommandez vous en tant que business angel et what is next? Ben, c'était très instructif. Vous m'entendez bien, oui? Oui, super. Ok, parfait. Donc,
ce que Kérim et d'autres intervenants ont mentionné avec beaucoup d'à-propos, c'est évidemment le concept de revenu capital convient à un certain type d'entreprise. Je sais que pour avoir fait plusieurs missions dans le Maghreb, etc., l'entreprise plus traditionnelle, basée sur la génération de revenus immédiats, etc., c'est un produit qui est plus adapté à ce type d'entreprise-là. Par contre, quand on veut créer de la valorisation pré-revenu, donc qu'on veut créer des prototypes, qu'on veut faire du développement technologique, etc., bien, c'est sûr que le revenu capital ne fonctionne pas dans un contexte comme ça. Et souvent, l'appel au capital de risque a la barrière de la valorisation et du contrôle de l'entreprise qui empêche la structure d'un financement avec un entrepreneur. Donc, tantôt, j'ai parlé du SAFE, le Simple Agreement for Future Equity. Donc, ça, c'est un outil que vous pourriez peut-être ajouter à votre coffre d'outils. Kérim, je pourrais t'en envoyer, si tu veux, un exemplaire. Ça devait être au départ quelque chose de très simple. Hein? Ça devait être un document d'une page qui disait principalement la chose suivante. Je mets de l'argent dans ta boîte, on ne s'entend pas sur l'évaluation maintenant, mais ce qu'on va faire, on veut faire un milestone. Par exemple, générer un prototype ou peu importe. Et quand on aura une prochaine ronde de financement ou un autre événement de liquidité, bien, je serai valorisé à un discount sur la ronde qu'on va faire dans le futur. Donc, par exemple, si moi, je pense que ça vaut 10 millions, toi, tu penses que ça vaut 100 millions, peu importe, on n'a pas besoin d'en discuter maintenant. Si la prochaine ronde, elle est à 20 millions, moi, on me donne 25 de discount, donc c'est comme j'avais investi à 7,5 millions et ça te permet d'atteindre ton milestone de cette façon-là et tant mieux pour toi si ta valorisation est plus importante. Donc, ça devait être un document très, très simple qui réglait ce problème-là. Évidemment, les avocats s'en sont mêlés, hein, évidemment. Maintenant, le SAFE, qui n'est plus du tout simple, si on veut. D'ailleurs, mon ancien bureau, on est un des plus grands promoteurs et on a contribué à rédiger le standard canadien, inspiré évidemment du standard américain. Donc, c'est un peu plus complexe maintenant. Par exemple, ce qu'on peut voir, c'est des valeurs planchers, des valeurs plafonds. Donc, pour mettre un petit peu en contexte, pour que les gens aient des balises, il faut prévoir aussi qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas d'événement de valorisation dans une certaine période. Est-ce que s'il n'y a pas de levée de fonds ou d'événement de liquidité, qu'est-ce qui se passe avec l'investissement? Si l'investissement est converti en équité, ben, est-ce qu'on va acheter un pacte d'actionnaires ou pas? Et si oui, quel sera le pacte d'actionnaires? Et là-dessus, Kérim, on a eu l'occasion d'en discuter longuement sur ce qu'un pacte d'actionnaires devrait ou pas contenir. Donc, c'est un outil additionnel, oui. Mais dans un avec contexte, sa part de complexité, on va dire. Exact. Mais dans un contexte où on veut bouger rapidement, on a des problèmes sur la valorisation, on veut aider l'entreprise en croissance qui a des besoins autres qui ne peuvent pas être financés par son cash flow, par exemple, ben, ça peut être une étape intermédiaire intéressante comparativement à un Series A ou un capital risque traditionnel. Donc, j'ai attiré votre attention là-dessus et je vous enverrai, si vous voulez, des modèles développés par Gowling, mon ancien bureau. Oui, absolument, absolument. Vraiment, on est très intéressé par ces modes un peu différents et innovants en espérant qu'on puisse les appliquer quand même en Tunisie. Hein. Et ça marche super bien. Les Européens adorent ça, les Américains adorent ça. C'est vraiment flavor of the moment. Alors, il n'y a pas de raison qu'on n'adore pas, alors. Je mettrai ça en paix. Merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup Jean-François. Oui, M, voilà, de ton expertise, de ton expérience, à ton avis, quels sont les facteurs de succès pour le business angel? Si on se met pour un business, qu'est-ce que ça peut apporter en fait ce mécanisme de financement? À quel point ça peut être intéressant pour lui? Alors, déjà, le business angel, il peut avoir beaucoup de mécanismes intéressants. Jean-François a parlé du SAFE, c'est le bon de souscription d'action R, mais je pense que ce n'est pas allowed, on ne peut pas le faire en Tunisie, pas encore. Idem pour le revenu capital, je pense qu'en Tunisie, on est limité en tant que business angel, on ne peut pas investir, je pense, directement. Alors, il faut toujours trouver des mécanismes qui complexifient la chose et c'est dommage, ça va changer. Moi, déjà, j'invite les gens à réfléchir business angel. Je pense que c'est très important pour ceux et celles qui arrivent à avoir un petit peu d'argent à côté et qui veulent diversifier leur investissement, de penser à l'impact qu'on peut avoir directement en investissant dans des petites ou jeunes entreprises qu'on connaît ou pas, ou qu'on va chercher grâce aux associations, justement.
Et parce que ça a un impact vraiment positif sur l'économie. Au lieu de nous plaindre de l'État qui ne fait rien, nous aussi, on peut participer d'une façon ou d'une autre. Le revenu capital, donc en théorie, je ne sais pas si ça s'applique en Tunisie, ce qui peut rapporter à l'investisseur, c'est que ça ramène des revenus réguliers avec, donc pas très grands, parce qu'encore une fois, partons du principe que c'est des taux inférieurs à ceux de la banque, mais avec vraiment une participation à la performance de la boîte liée sur le chiffre d'affaires. C'est un chiffre qui est relativement facile à monitorer, à suivre, contrairement justement au capital de l'entreprise où là, on rentre dans des discussions de valorisation, etc., et qui va me racheter ma part à la sortie et compagnie. Donc, c'est beaucoup plus fluide à suivre, à valoriser, et c'est des revenus réguliers. Et donc, a priori, ça répond aux besoins de quelques business angels et de quelques entreprises. Effectivement, il n'y a pas de recette magique ni pour l'un ni pour l'autre. Absolument, absolument. Effectivement, oui. Donc, c'est un peu ce qu'on retient. Hein. C'est voilà, c'est des revenus réguliers, peut-être plus de flexibilité et une visibilité meilleure pour l'investisseur comme pour l'entrepreneur. C'est ça. Peut-être, Kérim, peut-être tu pourrais rebondir ou compléter par rapport au business angel en Tunisie. Alors, est-ce qu'il a le droit, il peut, vas-y, il peut foncer? Alors, juste une petite remarque par rapport à ce qu'a dit Wim. Voilà. En fait, le revenue capital, c'est un mécanisme de financement, c'est-à-dire ça fait partie, l'idéal, c'est que réellement, on fasse un petit peu l'utilisation en fait, de ce produit-là pour que ça fasse partie de la panoplie qui est à la disposition des investisseurs et des entrepreneurs. Parce que par exemple, une SICAR qui a dans ce pipe, qui voit passer des projets et qui ne correspondent pas nécessairement, donc il y a des projets classiques qui peuvent être financés, mais il peut y avoir des pépites comme ça qui correspondent un petit peu où l'investisseur a un petit peu le déclic, il se dit « Ah, ça c'est un bon projet, mais que je pourrais financer autrement que par le capital risque classique. » Donc ça c'est… voilà, donc ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent être financées par le revenu capital, c'est clair. Et puis je voudrais juste rebondir parce que de ce qu'a dit Jean-François, que je salue en passant. En fait, vous avez maintenant la chance d'être organisé en association de business angels. Et donc ça c'est vraiment une chance inouïe. Moi j'ai eu la chance de visiter New York Angels il y a quelques années, et j'ai vu comment ces gens-là fonctionnaient. En fait, sur un deal particulier, ils se mettaient en groupe, et donc ils mettaient leur capacité à la disposition, c'est-à-dire chacun qui est un juriste va se focaliser un petit peu sur le due deal, sur une partie un petit peu des due deals. Un expert comptable va faire autre chose, l'ingénieur va faire autre chose. Donc, investissez ensemble sur un même deal, comme ça vous réduirez vos risques. Vous allez diversifier vos risques, vous allez être une force de proposition et de conseil qui sera beaucoup plus importante pour la société. Je voudrais également en fait souligner l'effet multiplicateur qu'a mis en évidence Jean-François à travers donc le fonds Québec Angels. C'est-à-dire, faites du lobbying. Vous êtes la deuxième association de business angels avec Carthage Business Angels. Donc, faites du lobbying et faites en sorte que l'État un petit peu joue son rôle de catalyseur à travers, par exemple, la caisse de dépôt et de consignation pour faire des matching funds, pour dire que voilà, nous, association, on met un dinar dans cette société et la CDC met un dinar dans cette société. Donc, moi, je pense que il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez la chance maintenant d'être organisé en association. Essayez de tirer profit de ça pour faire avancer votre métier. Voilà. Et bonne chance. Excellent. Merci beaucoup Kérim. Peut-être juste en reprécisant, les business angels en Tunisie peuvent-ils utiliser le revenu capital? Oui, pour certaines, c'est-à-dire pour les startups, voilà, donc, pour un certain profil de société qui ont commencé déjà à générer des revenus, dont l'entrepreneur a une certaine philosophie qu'il veut respecter, c'est-à-dire veut garder le contrôle de la société. Voilà, donc pour une opportunité de croissance qui est claire, qui pourrait en fait convaincre avec quoi on peut convaincre un investisseur, oui, moi je pense que oui. C'est-à-dire, ça fait partie de la panoplie, il ne faut pas l'ignorer, parce que ça peut réellement fonctionner.
Parfait, merci beaucoup. C'est très important pour ceux qui nous écoutent. Alors, Hela, vous avez reçu, quand vous avez lancé, vous avez reçu 700 dossiers, vous en avez interviewé beaucoup moins et vous avez gardé peut-être une vingtaine. On va dire, quels sont les points communs entre ceux qui finalement sont éligibles ou pour qui vraiment le revenu capital est un mode d'investissement ou un mode de financement intéressant et win-win des deux côtés? Quels sont les patterns communs entre eux? Alors, les critères, c'est compliqué, mais en fait, je pense que la première due diligence qu'on fait, c'est celle sur l'entrepreneur. C'est-à-dire que nous examinons sur tous les plans. Et si c'était possible d'avoir un psychologue avec nous dans les due diligence, on le ferait. Parce que des tests psychotechniques. Exact. Pourquoi, en fait, Senda? Parce que je pense que tout repose sur l'entrepreneur. Un business can fail fast, stand up fast. Mais l'entrepreneur, sa résilience, son intégrité, son éthique, ce sont des éléments clés pour nous. Et quelqu'un comme Montassar qui est avec nous sur le panel ne peut qu'attester de ces critères. Je pense que c'est la première des choses que nous regardons. Nous avons eu beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas malheureusement pu aller loin avec nous parce que voilà, c'était pas très clair. Donc ce que je demande, c'est que réellement un entrepreneur soit éthiquement irréprochable, intègre et avec une résilience, même lorsqu'il reçoit des coups durs, une résilience sans égale pour pouvoir justement amener son bébé, sa boîte. Finalement, on parle de PME, de boîte familiale, et là où il veut l'amener. Première chose. Deuxième chose, allez, j'insiste sur l'intégrité et sur l'éthique, parce qu'une grande partie de notre rendement et de nos performances et de nos returns sont basés sur le chiffre d'affaires. Or, malheureusement, la PME tunisienne a une caractéristique assez sympathique qui s'appelle l'informel. Alors là, on va pas s'amuser avec ça. Parce que une boîte qui arrive, qui me dit non, je fais 4 millions de dinars, mais il y en a 5 sous la table, là, ça marche pas. Donc, je pense que le souci de transparence est fondamental pour essayer non seulement de lever des fonds de manière générale, encore plus d'essayer d'utiliser cet instrument financier qui, au final, aujourd'hui, est essentiellement basé sur le chiffre d'affaires, ou du moins une grande partie de ce rendement de cet instrument. Donc, voilà, entrepreneur résilience, au niveau de la boîte, une éthique irréprochable, une transparence, une ouverture, bien sûr, je pense, à la coopération et la collaboration dans un esprit et dans un environnement très sain. Je ne suis pas là pour le contrôler, mais quand je lui dis qu'il faut que tu recrutes un nouveau directeur financier, que tu mettes un auditeur, que tu fasses des comités, c'est dans l'intérêt vraiment commun, aussi bien du fonds, de l'investisseur et de l'entrepreneur. Voilà. Dernier appel, alors pour... il y a des secteurs malheureusement que je ne regarde pas, ça c'est de par certaines exclusions qui sont faites de par mon mandat avec USAID et le Congrès américain. Je pense que c'est un instrument qui peut aujourd'hui s'appliquer à tout secteur confondu et à toute boîte confondue génératrice de cash. Moi, j'appelle réellement, et là c'est un message aux investisseurs et également aux autorités de régulation, à essayer réellement de travailler de manière intelligente et de manière saine sur l'ouverture des moyens et des instruments financiers, de libéraliser ce potentiel, parce que nos entrepreneurs sont juste formidables. J'en ai rencontré, comme je t'ai dit, beaucoup, Senda. Dieu sait qu'ils sont motivés par et acharnés dans leur conquête de croissance, de développement de la boîte. Malheureusement, ils font face à beaucoup d'obstacles et de challenges. Si nous devons faire quelque chose, nous, investisseurs, c'est d'essayer de lobbyer d'une manière très positive et intelligente pour l'ouverture à tout investisseur de tout type de moyens. Moi, je vais vous dire juste un mot, c'est-à-dire que
vous savez qu'en Tunisie, nous n'avons pas le droit de donner de la dette, sauf si on a un statut bancaire et nous sommes sous la régulation de la Banque centrale. C'est pour cela que, par exemple, on a des sociétés dans lesquelles la participation en capital n'est pas franchement nécessaire. C'est la partie la moins rentable, croyez-moi, dans la composition des rendements entre la dette et le capital. Le capital, c'est celui qui ramène le moins de retour. C'est un montant qui est préfixé, comme a dit Montassar, avec l'entrepreneur. C'est pas celui qui nous assure les rendements les plus spectaculaires. Mais nous sommes obligés de le faire parce que sinon, nous ne pourrons pas intervenir en dette. Alors je serai admirative du cadre réglementaire et des autorités s'ils font ce move et permettent à des business angels, comme l'a expliqué Jean-François tout à l'heure, de pouvoir simplement prêter de l'argent. Voilà, je crois que c'était WM, il prête de l'argent et je me fais payer ce chiffre d'affaires. Mais ça, ce serait le rêve absolu, un État. Et ça ne coûte rien. Ça ne fait que libéraliser le potentiel de croissance des PME et l'épargne, quelque part, de ces investisseurs dans du potentiel créateur de valeur, finalement, hein, au niveau de l'économie tunisienne. Donc voilà tous les messages que je veux donner. On fera en sorte de faire passer le message. Héla, excellent, merci beaucoup pour ton retour. C'est honteux, on n'a pas dit un mot sur les femmes, alors que c'est organisé par Damiaz. Merci. Nous, on s'est assuré qu'il y a que des femmes participantes. Voilà, tout c'est honteux. Donc, je me suis rendu compte que je n'ai pas parlé des femmes ni des jeunes. Bon, les jeunes, à la limite, c'est bon, mais femmes, alors que l'initiative, bravo aux femmes, parce que nous avons des femmes aussi bien dans mon équipe que entrepreneurs, juste spectaculaires. Voilà, bravo aux femmes tunisiennes. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a une bonne présence de femmes sur le panel. Donc, ça va. Exact. Voilà, exactement. Ne vous sentez pas mal, Jean-François, Kelly, Montassar. On accueille bien nos invités. Merci beaucoup, Héla. Merci pour ces recommandations. Montassar, j'aimerais finir avec toi. Et voilà, maintenant que tu as... Alors, je vérifie quand même que Montassar est avec nous. Oui, je suis là. J'ai eu des soucis de connexion, mais bon, c'est Internet. C'est assez généralisé sur le territoire. Je voulais, voilà, s'il y avait quelque chose à refaire ou à faire différemment en termes de timing, en termes de choses à faire par rapport à qu'est-ce qui aurait changé si on revenait quelques années en arrière? Bon, pour être honnête avec vous, s'il y avait des choses à refaire par rapport à ce que j'ai fait ces dernières années, j'aurais impliqué le fonds d'investissement TAEF avec moi dans la construction de mon usine. Parce que ça a pesé très lourd sur... vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, j'aurais fait un investissement global avec un ticket beaucoup plus important que celui que j'ai eu avec TAEF. Mais bon, on regrette rien parce que même avec TAEF, l'expérience que j'ai eue, mais moi, j'aurais impliqué avec moi le fonds d'investissement dans l'investissement qui était très important, qui a pesé très lourd sur mes finances, qui était la construction de l'usine. Et avec un emprunt bancaire, le coût de l'investissement est vraiment très important parce que le coût de l'argent est devenu exorbitant en Tunisie. Donc, je me suis retrouvé avec un taux d'intérêt que j'ai contracté en 2013 qui était aux alentours de 7%, 7,5%. À l'époque, le TMM était à 4,8 ou même moins. Et là, vers la fin, je me retrouve avec un remboursement, avec un taux d'intérêt effectif qui était proche de 10%, même plus. Donc ça a pesé un peu lourd sur ma trésorerie pendant les dernières années. Et pour revenir au coût de l'argent et la comparaison banque-TAEF, tout à l'heure, bon, elle parlait un peu de différents coûts parce que moi, j'ai fait mon étude de coûts par rapport à ce que je paye pour le fonds et ce que je paye maintenant pour la banque. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une période où le coût de l'argent chez la banque est devenu exorbitant
et que ce que je paye actuellement pour TAF, qui était peut-être il y a 10 ans, était un peu cher, et que je retrouve maintenant, que je trouve que c'est un coût qui est équivalent à ce que je paye à la banque et à la limite, je dirais, moindre. Je paye un pourcentage sur le chiffre d'affaires, j'ai un taux d'intérêt fixe sur le compte courant associé et puis je dois payer la sortie pour la partie capitale qui n'est pas très significative. Mais globalement, le coût est plus intéressant, surtout si on participe, quand le fonds participe dans les études que je fais et que je peux accéder à d'autres sources de financement, notamment sur Tunisia Jobs ou tout ce qui est mécanisme que le fonds offre pour des structures pareilles. Excellent. Merci beaucoup. Et ça rejoint, je pense, donc un des intervenants aussi avait dit d'essayer d'explorer ce mécanisme avant d'être totalement surendetté, ne plus avoir de marge de manœuvre et d'aller vraiment avant, d'être un peu d'anticiper parce qu'il apporte justement plus de flexibilité et on est beaucoup moins contraint que dans des mécanismes plus classiques. Merci. Peut-être le mot de la fin, je ne peux que vous remercier vraiment, c'était très instructif. Ça nous a permis vraiment de découvrir un mécanisme que sincèrement on trouve vraiment très innovant, qui apporte de la flexibilité, qui permet d'aligner les attentes investisseurs et entrepreneurs. On a les mêmes objectifs, une meilleure visibilité, que ce soit aussi pour l'entrepreneur et l'investisseur sur les 4-5 années à venir. Donc, voilà, moi je pense que, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Vraiment, on pense qu'il y a vraiment quelque chose à explorer. Je sais qu'il y a eu des travaux faits, des guides d'utilisateurs, un peu pour explorer un peu ce que c'est le revenu capital, pour un peu accompagner aussi les futurs investisseurs. Donc, il y a des travaux qui sont faits dans ce sens-là. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter les intervenants ici pour en savoir plus. Je laisse, donc je vous remercie encore une fois. Je laisse Douja, je te laisse le plaisir et l'honneur de clôturer. Je dis grand merci vraiment à vous tous. C'était très instructif et très intéressant. Donc, on a été ravis de vous avoir tous. Merci pour votre temps, pour vos contributions. Merci encore à FSVC d'être nos partenaires co-organisateurs de cet événement. Et puis, on vous dit à très bientôt. On va certainement vous revenir pour pas mal de choses qui nous intéressent et avec lesquelles on peut collaborer. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.